Satou, ici. L'expérience la plus proche d'une garden party que j'ai jamais vécue, c'est le mariage en plein air d'un ami. C'est peut-être inévitable, car il y a peu de maisons au Japon avec un jardin assez grand pour accueillir une fête. J'aurais aimé pouvoir m'entraîner avec les 8 épéistes de Shiga, moi aussi. Quand nous sommes allés chercher Dame Karina à la résidence royale du baron Muno, elle s'est immédiatement mise à râler. Ne sois pas absurde, le vicomte Nina lui a donné une claque sur la nuque. Ce qu'il te faut, c'est un entraînement pour ne pas te ridiculiser lors des réceptions. Je ne veux pas aller à cette stupide garden party. Tu préfères rester chez toi, au manoir, et apprendre les bonnes manières, alors? Eh bien, Karina s'est tue. À en juger par son expression, c'était un choix entre le marteau et l'enclume. Ça fait aussi partie de ton entraînement. Tu es la partenaire de Satou pour la soirée, sois pleine d'énergie. Je sais ça. Nous avions été invités à une garden party chez le comte Lytton. Je comptais y aller seule, faute de partenaire, mais le vicomte Nina m'a demandé d'emmener Dame Karina. Bon, il ne faut pas être en retard. On y va? Étant chevalier honoraire, un noble de rang inférieur, j'étais censé arriver tôt, sinon ce serait considéré comme un manquement aux bonnes manières. Sauf si l'hôte me demandait de venir plus tard, bien sûr. Cette calèche n'a pas une belle vue, n'est-ce pas? Bon, je ne voulais pas que tu te décoiffes. Au lieu d'une calèche découverte, j'avais loué une calèche pour noble aujourd'hui, avec cocher. Karina ignora le tabouret que le cocher lui avait préparé et utilisa le pouvoir de Raka pour sauter en douceur dans la calèche. Elle se fera bien gronder par Madame Nina plus tard, j'en suis sûre. À quoi ressemble une garden party? C'est un événement où l'on discute autour d'un thé léger et d'amuse-gueule dans un jardin. J'ai entendu dire qu'il y aura aussi des prestations d'un orchestre, de bouffons et d'autres artistes. D'après ce que m'a dit l'épouse du vice-roi à Selivra, la cité labyrinthe, les réceptions de jardin les plus chics disposaient d'une scène et invitaient parfois des troupes de théâtre célèbres. J'imagine que ça a l'air amusant. Oui, vraiment. J'ai souri chaleureusement à Karina, qui avait encore l'air un peu boudeur. L'hôte de la réception, Emma, l'épouse du comte Lytton, adorait tout ce qui était tape à l'œil et amusant, selon sa bonne amie, l'épouse du vice-roi. J'avais hâte de la rencontrer. Notre calèche avançait lentement dans une rue bordée de maisons de la petite noblesse. Une fois sur la rue principale, le rythme s'accéléra et nous nous trouvâmes bientôt dans le quartier de la haute noblesse. Les demeures ici sont toutes immenses. La plupart appartiennent à des familles nobles installées ici depuis la fondation du royaume, elles sont donc vastes, même pour la haute noblesse. Elles étaient vraiment immenses. Je ne savais pas pourquoi, mais les manoirs des seigneurs féodaux semblaient relativement éloignés du château, bien qu'ils se trouvent dans le même quartier. L'ancien manoir du marquis Muno, où le baron Muno comptait s'installer, se trouvait également dans le même quartier. On dirait qu'on est arrivé au manoir. La voiture arriva à la porte, assez large pour 2 voies. Dès que le cocher eut donné mon nom de famille, nous fûmes autorisés à passer sans avoir à présenter ma lettre d'invitation. Le portier tenait ce qui ressemblait à une liste d'invités, ce qui devait être la raison pour laquelle il avait su nous laisser entrer. Au lieu du rond-point juste devant l'entrée, on nous dirigea vers un parking un peu plus loin. Le premier était probablement réservé aux nobles de haut rang. Effectivement, les autres personnes près de notre parking ressemblaient toutes à des nobles de rang inférieur comme moi, des marchands et des ouvriers. Ils portaient tous des lettres d'invitation. J'ai laissé mes cadeaux pour le comte Lytton et sa femme à un majordome qui attendait à l'entrée et j'ai escorté Dame Karina jusqu'à la garden party. Elle a failli trébucher et me donner des coups de pied à plusieurs reprises, par pure nervosité, mais je n'ai pas protesté, appréciant la sensation agréable contre mon bras. Tiens, je ne crois pas que nous nous connaissions, les jeunes. Une fois entrés dans le jardin, un marchand s'est approché de nous. Pour une raison inconnue, son visage était caché sous une capuche et un voile. HMPH. Accueillir quelqu'un comme un chevalier honoraire fraîchement intronisé? La compagnie Sabé est si basse. Chez contrairement à la compagnie Gokud de la capitale royale, nous, humbles demi-humains, vivons et mourons par le réseautage. Le marchand, plus riche et grossier, a ricané et s'est éloigné avec son entourage. Les autres marchands m'ont tous lancé des regards scrutateurs, puis ont rapidement perdu tout intérêt et se sont dirigés vers la fête. Mes excuses, mes collègues sont terriblement impolis. Je suis Omimudori du clan des Belettes Sabé, président de la compagnie Sabé. Un homme fouine? Effectivement, mon art indiquait qu'il était de race Wisself-folk. Je ne l'avais pas remarqué, tant il parlait couramment. D'habitude, les hommes bêtes aux cordes vocales différentes peinaient à prononcer le langage humain, mais il était évident qu'avec un peu de pratique, il était possible d'y remédier. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire et vassal de la baronnie de Muno. Voici Karina Muno, fille de la maison de mon employeur. Pendragon? Seriez-vous son excellence, sœur Pendragon, celui qui est devenu chevalier de Mithril? Je ne suis pas d'un rang digne d'être appelé excellence, mais oui, ce serait moi.
Non, non, si vous êtes marquis des liqueurs du royaume de sorcellerie, Lalagi, alors vous êtes certainement qualifié pour être appelé son excellence. Ce marchand Whistle-Folk semblait exceller dans la collecte d'informations. Notre société Sabé importe des produits rares de l'Empire des Fouines, alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Les noyaux de marionnettes étant considérés comme de la contrebande jusqu'à récemment, nous affichons complet, mais nous possédons de nombreux objets rares provenant du labyrinthe des illusions de l'île de Dejima. Dejima, c'était le nom d'une île artificielle qui existait autrefois à Nagasaki. Son nom vient-il d'un japonais réincarné dans l'Empire des Fouines, peut-être? Outre les parchemins que nous avons soumis l'autre jour à la guilde des explorateurs de Selivra, nous avons aussi acquis quelques nouveaux parchemins récemment. Oh, je m'en souviens. Ce doit être le marchand qui m'a vendu des parchemins comme fauchage et pluie de fleurs de cerisier par l'intermédiaire de la guilde des explorateurs. Si je me souviens bien, la guilde avait mentionné qu'il avait 2 autres parchemins à me vendre. C'est passionnant à entendre. Je ne manquerai pas de vous rendre visite bientôt. Je lui ai ensuite posé des questions sur certaines expressions intrigantes qu'il avait mentionnées, comme « noyau de marionnettes » et « labyrinthe des illusions ». Les noyaux de marionnettes sont un objet incroyablement rare qui apparaît occasionnellement dans le labyrinthe des illusions. Ils servent à fabriquer des golems, à la manière d'outils magiques. D'après le reste de son explication, il semblait qu'ils étaient similaires aux pièces de noyaux utilisées par les elfes pour fabriquer des golems. Il s'avère que des monstres artificiels, tels que des armures vivantes et des golems, apparaissaient fréquemment dans le labyrinthe des illusions. Pour entrer dans le labyrinthe, il fallait se soumettre à un contrôle d'immigration et remplir des formulaires d'autorisation, dont l'obtention pouvait prendre jusqu'à 2 ou 3 ans. J'ai appris au cours de cette conversation que l'empire des Belettes était fermé aux étrangers, comme l'avait été le Japon à l'époque d'Edo. L'île de Dejima était la seule zone commerciale accessible. Les Belettes du royaume de Shiga étaient généralement soit des enfants de personnes ayant quitté l'empire avant la fermeture de ses frontières, soit des marchands opérant depuis l'île de Dejima. Veuillez excuser mon interruption. Monsieur Omimudori, auriez-vous l'amabilité de nous présenter également ce jeune noble? Un marchand de l'ouest du continent déclencha une série d'interactions, et je pus rencontrer des marchands des petits pays de l'Est, du centre du continent et d'autres régions. La plupart étaient humains, mais il y avait aussi quelques fées, des hommes bêtes et des hommes écailles. Chacun me parla de ses spécialités locales et de ses paysages pittoresques, tandis que je prenais des notes pour mes prochaines visites. Satou, un coup sur ma manche me rappela la présence de Dame Karina. En me retournant, je vis une expression légèrement boudeuse sur son joli visage. Aussi intéressantes que fussent les conversations, j'étais un piètre gentleman d'avoir oublié si facilement mon escorte. Je suis désolé, Dame Karina. Eh bien, j'ai très soif. Karina s'est détournée avec un petit grognement mignon, et je me suis excusé auprès de mes nouveaux amis marchands pour l'accompagner aux tables chargées de boissons et de collations. Tout a l'air délicieux. J'ai choisi quelques mets, saluant d'un hochement de tête les autres nobles de moindre importance au passage. Il serait impoli d'essayer de leur parler pendant qu'ils mangeaient. Je leur parlerai plus tard. C'est vraiment délicieux. Tu devrais en manger aussi, Satou. À l'instigation de Karina, j'ai porté la nourriture à ma bouche. Les rafraîchissements légers, comme les canapés et les sandwichs, ne différaient guère des plats japonais. Il n'y avait rien avec de la mayonnaise, mais sinon c'était délicieux. En savourant les hors-d'œuvre aux garnitures variées, j'ai remarqué que l'anxiété s'était emparée de moi. Alors, vulgaire rustre de campagne, vous mangez avec les mains? De jeunes nobles, hommes et femmes, vêtus de costumes élégants et aux expressions hautaines, s'étaient approchés de Karina et de moi. Si Arisa était là, elle hurlerait probablement, voilà les clichés. Pendant un instant, j'ai eu peur d'être censé manger avec un couteau et une fourchette, mais j'ai ensuite remarqué qu'il y avait des rince-doigts tout autour de nous. De plus, si manger avec des couverts était vraiment la norme, j'imagine que les majordomes qui surveillaient tout en auraient apporté immédiatement. Remarquant que la timide Karina se recroquevillait un peu devant les nobles grossiers et méprisants, je changeai de position pour la cacher. Ils n'ont ni couteau ni fourchette à la campagne. Vraiment, ils ne peuvent quand même pas être aussi incultes. Tiens, on ne sait pas. La bande du noble grossier ricana derrière lui. Je voyais bien à leur attitude qu'ils étaient du genre lâche à inventer de faux prétextes pour s'en prendre aux nouveaux. Les élèves qui s'en prenaient à leurs camarades au collège agissaient exactement de la même manière. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez peur parce qu'on a tellement raison? Sa fierté s'enflait visiblement, et le noble meneur nous raillait, essayant d'attiser la rage ou la peur. Je ne cherchais pas à me battre, mais je ne voulais pas que ces idiots contrarient Karina ou aggravent son anxiété sociale. Par précaution, j'ai vérifié leurs statistiques pour être sûr de pouvoir théoriquement les gérer grâce à mes relations. Non, pas du tout. En souriant, j'ai activé légèrement ma compétence « intimidation ». Pour éviter toute crise cardiaque, je l'ai maintenue à un niveau bas,
de sorte que les demi-gobelins seraient trop effrayés pour bouger. Attendez une seconde. Il a des ennuis. Les jeunes nobles, impolis, avaient tous l'air effrayés. Ça avait parfaitement fonctionné, alors. On va vous laisser tranquille pour cette fois. Le noble a pris un air insolent tout en reculant. Normalement, je m'en serais tenu là, mais une lueur noire dans le regard du meneur suggérait qu'il allait se venger, alors j'ai décidé d'agir. Si je n'arrêtais pas ça dans l'œuf, il pourrait commencer à répandre des rumeurs à mon sujet ou à me suivre partout. Puisque vous avez eu la gentillesse de me signaler ma bévue, pourriez-vous préciser ce que j'ai fait de si vulgaire? J'ai utilisé, clignement des yeux, pour m'approcher d'eux. Dégagez, le noble impoli a balancé sa canne pour tenter de me frapper sur le côté de la tête. Quel néandertalien! Ça aurait été facile à esquiver, mais comme je voulais que tout le monde voie que c'était lui qui avait été violent le premier, j'ai laissé la canne me frapper. Bien sûr, je ne suis pas masochiste de nature. J'ai utilisé armure magique, près de ma tête juste assez longtemps pour l'empêcher de me frapper directement. J'ai aussi utilisé la compétence peau de fer pour me clouer sur place. Plus grand que compétence acquise, corps immobile, plus grand que compétence acquise, corps indestructible, cela m'a permis d'acquérir quelques compétences. La compétence corps indestructible était quelque peu différente de la carapace défensive que j'avais obtenue auparavant. Quoi qu'il en soit, la canne s'est envolée des mains du noble après m'avoir frappé à la tête. Il s'est saisi le bras et a hurlé de douleur. Mon corps étant soudain devenu dur et lourd, la force avec laquelle il m'a frappé a dû se retourner contre lui. Je suppose que c'est comme lorsqu'un personnage de dessin animé essaie de frapper quelque chose de mou qui se révèle être dur comme la pierre. Il me fixait avec incrédulité, mais une lueur menaçante brillait encore dans ses yeux. Ce n'est pas vraiment mon genre, mais je me suis dit qu'il valait mieux le briser un peu plus. Quelque chose ne va pas? J'ai légèrement augmenté l'intensité de ma compétence, intimidation, et le jeune noble impoli s'est reculé, alarmé. Maintenant, pourriez-vous m'expliquer ce que j'ai fait de mal, s'il vous plaît? Cette fois, j'ai aussi utilisé ma compétence, interrogatoire. Point d'exclamation. Je suis désolé, je ne vous entends pas. Pourrais-je vous demander de parler un peu plus fort? On se moquait de vous. Normalement, les rustres qui n'ont rien à faire dans la capitale royale paniquent et s'excusent quand on dit ça. C'est juste pour rigoler. Sans broncher, grâce à ma compétence interrogatoire, il avoua que ce n'était qu'un prétexte pour nous harceler. Quelques nobles dans la foule qui nous observaient devaient être des victimes comme lui. Des regards meurtriers se posèrent sur le noble impoli après sa confession. Je ne voulais pas que ça dégénère, alors je me suis dit qu'il valait mieux les laisser tranquilles et conclure. Je vois, étant moi-même rustre, j'avais peur d'avoir offensé les raffinés habitants de la capitale royale. J'ai désactivé ma compétence, intimidation, et leur ai souri. Il ne me restait plus qu'à leur serrer la main et à nous quitter en termes que j'espérais amicaux. Mais non, bien sûr, ce ne pouvait pas être aussi simple. Autrement dit, vous avez pris l'initiative de taquiner dame Karina, l'honorable fille d'un seigneur féodal, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Une jolie jeune fille s'est mêlée à la bagarre. Rejetant ses cheveux roses caractéristiques par-dessus son épaule, elle m'a lancé un regard enjoué. « Paix princesse Ménéa » s'est exclamé le noble impoli. « Content de vous revoir, sire Satou. Tout le plaisir est pour moi, princesse Ménéa. Combien de fois dois-je vous répéter de m'appeler simplement Ménéa? Vous connaissez ces rustres, princesse ?» Ignorant complètement le noble choqué, elle se tourna pour serrer Karina dans ses bras. « Quel plaisir de vous revoir, dame Karina. » Ils avaient été de bons amis dans la vieille capitale, et Karina semblait soulagée d'avoir un autre allié. « Ce sont des amis de la princesse? Ce type a l'air terne ?» murmura l'entourage du noble impoli, sous le choc. Ce qu'il disait de moi m'importait peu, cependant. La nouvelle des exploits du groupe Pendragon est parvenue jusqu'à la capitale royale, vous savez. Ménéa parla assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai entendu dire que vous avez vaincu un maître d'étage et êtes devenus des explorateurs de Mithril, n'est-ce pas? Un explorateur de Mithril? Paix Pendragon. Comme l'intouchable, la servante qui a vaincu le roi pilleur n'était-elle pas une servante de Pendragon? J'ai entendu dire qu'il a affronté un démon. Maintenant, tout le monde regardait dans leur direction et marmonnait entre eux. Quoique, une fois la conversation terminée, la princesse Ménéa poursuivit. C'était peut-être un exploit facile pour le chevalier qui s'est allié au héros et a chassé le dragon qui tourmentait le royaume de Lumorc. Lorsqu'elle eut fini de parler, tous les regards se tournèrent vers la princesse. Elle avait peut-être l'étoffe d'une actrice talentueuse. Il a chassé un dragon? Attendez, il connaît le héros? Waouh, je ne savais pas que vous étiez ami avec un héros, Satou. Hein? Je me suis retournée et j'ai aperçu un visage familier. Dame Elmina, il connaît aussi un membre des 8 Shiga? Et ils ont l'air si amicaux. À son arrivée, le noble impoli et son entourage ont tous poussé des cris de surprise. Si son armure habituelle de chevalier sacré lui allait à ravir, l'élégante robe blanche et bleu pâle qu'elle portait pour la fête lui allait aussi à ravir.
Elle mettait en valeur sa beauté et sa décontraction en parfaite harmonie, accentuant encore plus ses charmes. J'ai noté le nom du créateur de la robe grâce à mon écran de réalité augmentée. Si on parle des exploits de Satou, pourquoi pas la fois où lui et moi avons combattu des démons mineurs et intermédiaires ensemble? Dame Elmina m'appelait habituellement Sir Pendragon, mais maintenant elle m'appelait Satou. J'imagine qu'elle voulait montrer que nous étions des amis proches, pour effrayer les intimidateurs potentiels. Un démon intermédiaire, comme celui qui a failli détruire la capitale du comté de l'Esso? Je suis stupéfait qu'ils aient survécu. Le centre de l'attention était désormais Dame Elmina. C'était impressionnant, en effet, dit fièrement Dame Elmina. Il a défié ce démon intermédiaire avec rien d'autre qu'une simple épée, sans même porter d'armure. Pour une raison inconnue, Dame Karina et la princesse Ménéa parurent irritées. Dame Elmina, c'est vrai? Demanda le noble impoli. Qui êtes-vous déjà? Mais oui, c'est vrai. Si vous voulez en découdre avec Satou, vous avez intérêt à avoir une armée ou deux prêtes. Une armée? Les affirmations exagérées d'Elmina firent pâlir le noble. C'est vrai, je te le dis pour ton bien, à moins de disposer de guerriers aguerris capables d'affronter au moins un démon intermédiaire, tu ferais mieux de ne pas te faire de Satou un ennemi. Elle eut un sourire désagréable et lui pointa un doigt au visage. Sans compter que Satou se fiche de la richesse ou du statut social. S'il voulait te détruire, il t'écraserait comme un insecte sans se soucier de sa réputation. C'est ridicule, peut-être, mais c'est vrai. Il a même affronté Sir Gwen à l'épée et s'est soldé par un match nul. Sir Gwen, des 8 épéistes de Shiga. Le noble, impoli, me regarda, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Sir Pendragon. Il semblait ne pas encore avoir tout à fait appris mon nom. S'il vous plaît, laissez-moi vous happer. Inutile de vous excuser. Le noble impoli me fixa d'un air désespéré. Je m'écartai pour révéler Dame Karina, qui se cachait derrière moi. Si vous devez vous excuser auprès de qui que ce soit, excusez-vous auprès d'elle, dis-je. Je suis désolé de vous avoir contrarié, mademoiselle. Moi, Mouchil Bonham, je vous présente mes plus sincères excuses. Il ne semblait pas non plus se souvenir du nom de Dame Karina. Le nom, Bonham, lui semblait familier, pourtant. Ah oui, c'était le nom de famille du vice-roi par intérim Sokel, tombé en disgrâce lorsque j'ai découvert qu'il produisait une potion démoniaque à Labyrinth City. Espérons que ce type n'était pas trop proche de Sokel. J'accepte vos excuses. Merci pour votre gentillesse. Sur ces mots hésitants, le noble impoli et ses amis prirent rapidement la fuite. Dame Karina était tellement bouleversée par tous ces regards qu'elle avait bafouillé sur ce dernier mot, mais le noble impoli ne sembla pas s'en apercevoir, et les nobles restants dans les parages la regardaient tous d'un œil favorable. Quelques jeunes femmes semblaient un peu effrayées par moi après tout ce que Dame Elmina avait dit, mais j'espérais qu'elle comprendrait vite que je n'avais aucune mauvaise intention. Princesse Ménéa, pourriez-vous m'en dire plus sur les exploits de Satou dans la vieille capitale? Comme vous voulez, Madame Elmina. Venez nous rejoindre, Dame Karina. J'aimerais savoir ce que Sir Satou a fait à la cité du labyrinthe. La princesse Ménéa et Dame Elmina emmenèrent Dame Karina discuter sous une petite tonnelle entourée de haies. Elle me regarda comme un veau qu'on mène à l'abattoir, mais je pensais qu'il valait mieux qu'elle parle aux filles de son âge de temps en temps. La sociable princesse Ménéa lui donnerait sûrement un coup de main. Sir Pendragon, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle. Lorsqu'un jeune noble mineur s'est présenté à moi, j'ai décidé d'en profiter pour nouer des liens. Après avoir échangé nos noms, et non nos cartes de visite, avec quelques autres nobles, nous avons commencé à faire connaissance grâce aux rumeurs. Sir Pendragon, avez-vous entendu parler de l'incident du dirigeable de l'autre jour? Oui, un peu. Un jeune noble a dévié la conversation sur le dirigeable. Le duc Vistal a de sérieux ennuis à cause de ça. Quel que soit son pouvoir, il ne s'en tirera pas à si bon compte après avoir détruit le premier grand dirigeable construit par la famille royale depuis 20 ans. Il a failli s'écraser sur la capitale royale, n'est-ce pas? Je crois que c'était un atterrissage d'urgence, pas un crash, ai-je corrigé poliment. Vraiment? Mais j'ai entendu dire par un ami d'un ami que presque tous les moteurs et hélices du Skypower ont été détruits. C'était vrai, mais les ailerons, la partie la plus importante des moteurs, étaient en grande partie récupérables, donc je ne parlerai pas de perte totale. Je ne pouvais évidemment pas le dire ici. Mais ce sont les pilotes qui ont abîmé le dirigeable, n'est-ce pas? Pourquoi Duke Vistal serait-il tenu pour responsable alors qu'il n'était qu'un passager? C'est bien ça le problème, s'exclama bruyamment le jeune homme qui avait abordé le sujet, puis baissa la voix et poursuivit. D'après ce que j'ai entendu, c'est le fils du duc Vistal lui-même qui a tenté de l'assassiner. En détruisant tout le dirigeable? C'est le duc d'un territoire important. On ne peut pas le tuer par des moyens ordinaires. Je suppose que c'est vrai. Les informations sur les cœurs des cités étaient top secrets, mais il semblait de notoriété publique que tous les seigneurs féodaux possédaient un pouvoir exceptionnel.
Le poison d'une hydre ou la malédiction d'une gorgone pourrait probablement y parvenir, mais si ça n'agissait pas immédiatement, on serait traité de traître et toute sa famille serait exécutée ou réduite en esclavage sur le champ. Je ne pense pas que ce soit si puissant. Peut-être que les seigneurs eux-mêmes avaient répandu ces rumeurs exagérées pour décourager les traîtres ou les tentatives d'assassinat. Mais pourquoi tenterait-il de tuer son propre père? S'il attendait suffisamment longtemps, le territoire finirait par lui tomber entre les mains. Ce n'est qu'une rumeur, mais j'ai entendu dire que son fils Toriel était déshérité. C'était vrai, ce noble semblait avoir de bonnes sources. Déshérité? C'est inhabituel. Savez-vous pourquoi ce sir Toriel serait déshérité? Demandai-je, un peu curieux. Je n'en suis pas sûr. A-t-il commis des erreurs dans la ville où il a été nommé vice-roi? Je pensais que c'était parce qu'il n'avait pas réussi à éradiquer une tribu de sauvages vivant à la frontière, ce qui a causé de graves dommages à une colonie du duché. Il ne semblait pas avoir d'informations fiables à ce sujet. Vous voulez dire les hommes bêtes? C'est logique. Sir Toriel a toujours eu des préjugés contre les hommes bêtes. Ça ne me semble pas tout à fait exact. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Pourtant, je n'arrive pas à croire que Sir Toriel, du couple impossible, soit déshérité. À l'époque où il était à l'Académie royale, lui et la sorcière de la destruction céleste, Dame Ringrande, étaient considérés comme des prodiges hors pair. Quel gâchis! Il y avait un nom que je n'avais pas entendu depuis un moment. Vraiment? C'était seulement jusqu'à ce que Dame Ringrande crée le bâton à valeur de feu. Après que Sir Toriel eut obtenu son diplôme, Dame Ringrande ramena les arts perdus de la magie explosive, démon, et de la magie destructrice, démon, et le reste appartient à l'histoire. Sans parler du fait qu'elle a vaincu un maître d'étage avec les chevaliers sacrés dans le labyrinthe de Célivra, et qu'elle travaille maintenant avec un héros pour sauver le monde. Pendant leurs études, Sir Toriel et Dame Ringrande ont tous deux étudié l'épée avec Sir Gwen, mais Sir Toriel n'a jamais eu le même niveau de talent. Sir Gwen, des 8 Shiga? À l'époque, il était le chevalier gardien de Sir Toriel. J'appris qu'il avait été recruté par les épéistes des 8 Shiga après l'obtention de son diplôme. Le visage troublé de Sir Gwen me traversa l'esprit. Je me demande s'il va bien. Il semblait être un homme bon enfant. Peut-être était-il tiraillé entre sa loyauté envers le duc Vistal et son ancien élève, Sir Toriel. Je décidai de l'inviter à boire un verre bientôt pour entendre ses soucis. Il aurait peut-être plus de facilité à se plaindre à un tiers neutre comme moi. Mais on dirait que les seigneurs féodaux ont du mal ces derniers temps, hein? Tu veux dire, comme le comté de l'Esso, le territoire ravagé par un démon? C'est plus que des temps difficiles, c'est une question de vie ou de mort. L'une de leurs 2 principales villes a été détruite, et de nombreux villages ont été attaqués par des monstres amenés par les démons. Un cousin soldat m'a dit qu'ils avaient beaucoup de mal avec tous ces réfugiés du comté de l'Esso. Je n'étais allé dans le comté de l'Esso qu'une seule fois auparavant, il semblait être dans une situation désespérée. Même si c'était la faute du précédent seigneur féodal, je ne pouvais me résoudre à soutenir le comté de l'Esso, vu ce qui était arrivé à Tifalisa et Nerulaba. Leurs citoyens semblaient souffrir eux aussi. Selon la nature de leur nouveau seigneur, j'envisagerais certainement de leur offrir un financement. Le pauvre jeune homme qui sera le prochain comte a fort à faire avec un endroit pareil. J'ai entendu dire que ses fiançailles avec la princesse ont également échoué. Vraiment? Au moins, il est tiré d'affaire pour avoir épousé une femme d'un certain âge, grogna un noble d'âge mûr, le visage rouge de vin. Tiens, surveille tes paroles. Même si tu es le maître des tomes interdits, tu ne peux pas parler ainsi d'un descendant direct du roi ancestral. J'étais étrange que le roi ancestral ait quelque chose à voir avec cette grossièreté, mais cela semblait être une offense grave. Le visage de l'homme passa du rouge vif au blanc pâle, et il implora les autres, s'il vous plaît, oubliez cette remarque irréfléchie. Franchement, tu veux être banni dans les terres d'Azur, ou quoi? Quelqu'un qui semblait être un ami du noble au visage rouge l'entraîna. On va te dégriser. Les terres d'Azur? C'est une colonie pénitentiaire au sud-ouest de la capitale royale. Depuis Célivra, la cité labyrinthe, elle semblait être au sud-sud-ouest, ou au sud-est du grand désert. Je me souvenais vaguement avoir entendu ce nom lors d'une discussion sur le châtiment des pillards. Si je me souvenais bien, c'était un territoire monstrueux où le taux de perte d'esclaves était extrêmement élevé. Un noble s'éclaircit la gorge bruyamment, puis changea de sujet. Tu as entendu la rumeur du monstre qui apparaît dans les bidonvilles nuit après nuit, dévorant les habitants? Un monstre dans la capitale royale? Alors qu'elle est protégée par une barrière aussi solide? Tu ne parles pas des morts-vivants qui apparaissent dans les cimetières et les maisons hantées? Attends, les morts-vivants peuvent apparaître en ville? Vous semblez tous un peu dépassés. Sérieusement, tu n'es pas au courant de l'incident majeur qui a eu lieu sur Main Street? 2 nobles commencèrent à évoquer avec suffisance l'incident démoniaque causé par le groupe d'adorateurs de Seigneur Démon, celui que Sir Gwen et moi avions combattu et vaincu. Je sais tout à ce sujet.
Oui, c'est un autre incident. Le premier noble semblait bluffé, mais celui qui avait initialement abordé le sujet insista sur le fait qu'il faisait allusion à autre chose. Mais ce sont probablement ces adorateurs de seigneurs démons douteux qui sèment le trouble dans les bas-fonds. C'est possible, approuvai-je vaguement en consultant la carte au cas où. Hormis des golems ou des familiers apprivoisés par des dompteurs de monstres, il n'y avait aucun monstre à la surface de la capitale royale. Quelques morts-vivants de moindre importance rôdaient dans les égouts souterrains, mais ils semblaient être les serviteurs d'un nécromancien dont la base se trouvait dans les égouts. On aurait dit un méchant de bas étage, tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un manga, mais comme le nécromancien et le mort-vivant n'avaient commis aucune infraction dans leur colonne de primes, il n'était probablement pas nécessaire de les écraser. J'ai quand même marqué le nécromancien sur ma carte, au cas où. C'est possible, puisque personne n'a vu le monstre et survécu, mais... Donc, il n'y a pas de témoins oculaires? Non, mais il y a bel et bien eu des incidents. Mon cousin, qui est soldat, dit qu'ils ont trouvé plusieurs corps dans les bidonvilles, apparemment dévorés par des monstres. Les morts-vivants dans les égouts étaient tous des squelettes, donc le nécromancien n'était probablement pas impliqué. Si ce n'est pas un monstre étrange invoqué par les adorateurs du seigneur démon, c'est probablement juste un chien sauvage ou un loup, non? Très probablement. J'ai entendu dire que le héros avait déjà éliminé tous les adorateurs du seigneur démon, et même si un monstre quelconque avait réussi à pénétrer dans la capitale royale, il y a la cérémonie de purification du mal à la fin de l'année. N'importe quel monstre s'enfuirait. Ma curiosité piquée au vif, j'ai posé quelques questions sur cette cérémonie de purification du mal. Ils m'ont expliqué qu'il s'agissait d'un rituel magique lancé tous les 6 mois à l'aide de calices sacrés ou de Saint Graal, qui avait pour effet de chasser tous les monstres dans ou autour de la capitale royale. Cette fois, ils en organisaient une version plus grande, tous les 6 ans, utilisant le calice sacré de la famille royale et les Saints Graal de divers ducs. Le calice sacré que portait Somiena, la plus jeune fille du duc Vistal, devait donc avoir été apporté ici pour cette cérémonie. Est-il possible d'assister à la cérémonie? Hormis les mykos de 6 temples et les prêtres et prêtresses de haut rang, seule la famille royale, les seigneurs féodaux et les chefs de famille nobles de haut rang y assistent généralement. Dommage. Si je demande au baron Munot, il pourrait m'autoriser à y assister avec sa suite. Je devrais lui demander à mon retour. Oublie ça, le meilleur moment de la fin d'année, c'est évidemment la vente aux enchères. J'ai entendu dire qu'il y avait des tonnes de trésors exceptionnels cette année. Exact, puisque Sir Pendragon et Sir Mossad ont vaincu ses maîtres de salle. Il paraît qu'un noyau de marionnettes sera aussi en vente. Oh, c'est intriguant. Selon le prix, je devrais peut-être enchérir. J'étais curieux de savoir ce qui différenciait les golems elfiques. Ça risque d'être mal vu pour Satou de remporter l'enchère. J'ai décidé de demander à Eleuthérina, de la compagnie Eshigoya, de le faire à ma place. Tout le monde, le spectacle commence bientôt. Tandis que nous étions absorbés par la conversation, l'un des nobles de rang inférieur a pointé du doigt la foule. Effectivement, la musique commençait à résonner dans le jardin, et le nombre de nobles à l'allure distinguée avait augmenté. Des bouffons et des ménestrels déambulaient également dans les environs, se produisant devant les invités. Il y avait même un espace avec des jeux ressemblant aux fléchettes et aux lancers d'anneaux, ainsi qu'un sport qui semblait être un croisement entre le croquet et le bowling. On dirait que l'orchestre de Laxton se produit. Waouh, normalement, il faut au moins 2 mois pour obtenir des billets pour leur concert, mais ils les ont engagés pour une fête. Pas étonnant que les garden parties chez le comte Lytton soient si célèbres. Il y aura aussi un concert solo d'un musicien célèbre plus tard dans la journée. Ça a l'air vraiment excitant. Nous avons discuté en nous dirigeant vers la scène installée dans le jardin. Comme les sièges étaient déjà occupés, je me suis placé au fond avec les autres nobles mineurs pour écouter la performance. Je n'ai pas un très bon sens du rythme, mais leur performance était si incroyable que même moi, je pouvais dire qu'elle était spéciale. Même en plein air, sans l'acoustique d'une salle de concert, ils rivalisaient avec l'orchestre qui jouait avec Cyril Toa, la chanteuse dans la vieille capitale. Finalement, la chanson est passée à un solo. Waouh! Le soliste était si incroyable qu'il était difficile de croire que le même interprète avait été enterré parmi les autres membres de l'orchestre pendant tout ce temps. Il avait dû privilégier l'harmonie du groupe jusqu'au solo. Ce dernier était si expressif qu'un paysage magnifique semblait envahir mon esprit lorsque je fermais les yeux pour écouter la musique. À la fin du solo, je poussai un léger soupir, et un tonnerre d'applaudissements marqua la fin du concert. Quelle performance! Oui, j'ai l'impression que mon cœur et mon esprit ont été purifiés. Les autres nobles à nos côtés discutaient tous de la même manière. Alors que nous baignions tous dans les échos de cette performance incroyable, une voix rauque nous rapa soudain les oreilles. Combattez-moi en duel, Sir Pendragon. Le noble impoli était de retour avec sa troupe, tenant un instrument de luxe dans une main. Quelqu'un avait dû lui apprendre à prononcer mon nom correctement.
Vous battre en duel. Je vais vous montrer le talent d'un musicien qui a autrefois étudié auprès du célèbre Kestra. Il semblait très sûr de son talent musical. Les paroles de Dame Elmina ont dû le convaincre qu'il n'était pas de taille à me battre, alors il a dû choisir de me défier dans un duel artistique. Quand avez-vous étudié avec moi? Une voix masculine raffinée s'éleva de l'autre côté de la foule. C'était le musicien qui venait d'interpréter ce solo. Sir Kestra, par ici. Le noble, impoli, fit signe au gentilhomme d'approcher et me lança un regard triomphant. Oh, vous êtes le garçon que j'ai rencontré à la fontaine l'autre jour. Le musicien me regardait droit dans les yeux. Waouh, le célèbre Kestra lui a parlé. Qui est ce garçon aux cheveux noirs? Les autres nobles se mirent à chuchoter à mon sujet. J'ai beaucoup apprécié notre petite séance ce jour-là. C'était une prestation splendide. Oh, maintenant je m'en souviens. C'était le gentilhomme qui jouait de la musique avec Mia pendant notre visite de la capitale royale. Merci, j'allais dire que je transmettrais ces paroles à Mia, mais il m'interrompit en regardant autour de lui. Cette petite dame n'est-elle pas avec vous aujourd'hui? Non, elle est un peu trop petite pour ça. Je vois, s'il vous plaît, venez nous rendre visite à la salle de concert un de ces jours. Le monsieur sortit un billet de sa poche de poitrine, inscrivit quelque chose au dos et me le tendit. C'est un billet pour l'orchestre de Laxton. Et en plus, c'est pour les places VIP. Même les nobles de haut rang ont du mal à s'en procurer. Les nobles bien informés me regardèrent avec envie, et les autres nobles commencèrent à murmurer à leur tour. Si vous leur montrez ça, ils vous laisseront entrer dans les coulisses. Merci beaucoup, je ne manquerai pas de l'emmener nous voir. Le monsieur hocha la tête, satisfait de ma réponse. Maître Kestra, quel genre de relation entretenez-vous avec Pendragon? Le noble impoli, tenu à l'écart de cet échange, se pressa vers le monsieur. Ah, vous êtes le fils du comte Bonham. Jeune homme, le monsieur ne semblait pas se souvenir du prénom du noble impoli. Quel genre de relation? Il me jeta un coup d'œil. Je l'ai croisé par hasard lors d'une promenade. Nous avons eu droit à un charmant petit concert. Le gentilhomme sourit chaleureusement, déclenchant une nouvelle vague de bavardage parmi les nobles. Il est si bon que même le maître le reconnaît. Je vous demande pardon, jeune homme. Mais je vous demande de cesser de m'appeler maître. Ce titre est réservé à mes élèves. Mais vous avez enseigné la musique chez nous. Sur invitation du comte Bonham, je suis venu à la maison principale à l'époque pour vous écouter et vous conseiller, mais j'ai rendu de telles visites à bien des foyers. Le gentilhomme interrompit sèchement les tentatives désespérées du noble impoli. Il semblait être un homme doux, mais visiblement strict en matière d'art. Bon, j'ai une autre représentation aujourd'hui, alors je vais saluer Dame Emma et je m'en vais. Après un bref regard au noble tremblant, le gentilhomme m'adressa un sourire enjoué et s'éloigna. Les autres nobles présents le regardèrent partir, puis se retournèrent pour nous regarder, le noble impoli et moi. J'aurais aimé pouvoir m'éloigner moi aussi, mais si je laissais les choses ainsi, le noble impoli risquait de péter les plombs. Alors, à propos de ce duel musical. Ne te vante pas trop, Pendragon. J'essayais de clarifier les choses, mais le noble impoli faillit grogner et s'enfuit avec cette phrase d'adieu. J'avais l'intention de perdre lamentablement ce duel musical et de le laisser assouvir sa soif de vengeance. Malheureusement, je suppose que cela a fini par le retourner contre lui. Veuillez excuser mon intrusion. J'étais en train de dissiper les malentendus concernant l'affaire des musiciens et de ralentir les rumeurs qui se répandaient parmi les nobles lorsqu'une élégante servante s'approcha de moi. Vous êtes sœur Pendragon, je crois? Lady Lytton demandait de vos nouvelles. Je m'excusai auprès du groupe de nobles et suivis la servante pour voir Lady Emma Lytton, l'épouse du comte et hôte de la soirée. Elle était assise à une table au centre du vaste jardin, entourée de nobles aux robes tout aussi extravagantes. D'après mon affichage en réalité augmentée, il s'agissait toutes d'épouses de nobles de la haute société comme Lady Lytton. Près de la table se trouvait une énorme pile de cadeaux offerts par les invités. Les miens s'y trouvaient, encore fermés. J'espérais qu'elle s'en occuperait bientôt, ils comprenaient des confiseries fraîchement préparées. Alors, vous êtes la nouvelle favorite de Rethel, hein? Lady Lytton était une beauté féminine et raffinée, avec de charmants traits juvéniles qui trahissaient sa quarantaine. Le Rethel, qu'elle mentionnait était le prénom de l'épouse du vice-roi à Labyrinth City. D'après elle, Lady Lytton avait une grande influence dans la sphère sociale de la capitale royale, il valait donc mieux que je reste dans ses bonnes grâces. Toujours assise, elle me lança un long regard scrutateur, puis me tendit une main gantée de blanc. Je suis Satou Pendragon, chevalier honoraire et vassal de la baronnie de Munot. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je me présentais en utilisant la formule traditionnelle qu'on m'avait apprise lors de mon cours de bonne manière. Puis j'embrassai sa main tendue, si légèrement que j'effleurais à peine le gant blanc. Je n'avais jamais fait cela en dehors de mes cours de bonne manière, mais j'étais maintenant content de l'avoir mémorisé. Oh là là, je m'attendais à un explorateur un peu rustre, mais je vois que vos manières sont impeccables. Son regard critique s'adoucit, visiblement impressionné par ma démonstration.
J'ai entendu dire que vous aviez sauvé notre Archer à Labyrinth City. Permettez-moi de vous remercier. Si jamais vous avez des ennuis dans la capitale, je serais ravi de vous aider, ne serait-ce qu'une fois. Ce n'était pas vraiment important, mais j'apprécie sincèrement vos gentils mots. Entre le noble grossier de tout à l'heure et les nobles délinquants du musée, la capitale royale semblait avoir un problème avec les nobles à l'ego surdimensionné. Recevoir l'aide d'une personne influente dans la capitale royale était assurément rassurant. Ceci dit, j'ignorais que le jeune maître Archer ait un lien quelconque avec la famille Lytton. Nous ne sommes pas liés par le sang. C'est le fils d'une amie proche. J'aurais détesté la voir pleurer. Vous remercier est le moins que je puisse faire. Après cela, elle murmura. De plus, Rethel ne pourrait pas aider publiquement à cause de sa faction. Ah, c'est donc ce genre de relation. Je comprenais à peu près pourquoi elle n'avait pas pu aller implorer l'aide de son amie, la femme du vice-roi, et pourquoi lui et Jerry étaient si proches. Sieur Pendragon, avez-vous un instant? Pendant que je réfléchissais, Lady Lytton me demanda de jeter un coup d'œil à mes manches, et plus particulièrement au bouton de manchette qui était attaché. Je tendis le bras. Alors, le nouveau petit ami d'Emma a les cheveux noirs? Une belle femme sensuelle, visiblement une amie de Lady Lytton, me lança un regard étrangement mielleux. Voilà une gemme runique de la compagnie Eshigoya, déclara-t-elle en regardant mon bouton de manchette. Pas tout à fait, répondit Lady Lytton avec un sourire narquois, avant de poursuivre. Ce n'est pas une rune gravée dans la pierre claire, mais les armoiries de la famille de Sir Pendragon. Et cet extérieur est une pierre précieuse travaillée, pas du verre coloré, n'est-ce pas? Sûrement pas. Je n'imagine personne d'autre que la légendaire maître de la magie des joyaux Gemma a créé une telle chose. Mais la seule façon d'inscrire son blason dans une pierre claire et de la placer dans une gemme transparente serait d'utiliser la magie de la terre, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai hoché la tête. La beauté sensuelle continuait de me fixer, accentuant la douceur de son expression sirupeuse. Je suppose que tu ne me dirais pas comment tu as fait? Il serait facile de lui donner le nom d'Akindo, mais ce serait compliqué s'il essayait d'en savoir plus sur lui. J'ai donc utilisé la technique japonaise classique, un sourire vague. Lady Lytton a ricané. Rayuna, on dirait bien que certains hommes peuvent te résister, après tout. Ce n'est pas ça, Emma. Il n'est pas sous mon charme au point de le rendre muet. Mais voyons, serais-tu prête à m'en procurer un, alors? Cela prendrait du temps, car le bijoutier qui a fabriqué celui-ci vit dans un pays assez lointain, mais si tu es d'accord, je serais ravie de transmettre ta demande. C'est un processus très complexe, donc il ne peut en fabriquer qu'un nombre limité. J'ai décidé d'inventer une excuse pour limiter le nombre de commandes afin de ne pas être submergé de commandes personnalisées. Oui, bien sûr. Pas vrai, Emma? D'accord. Gardons ça secret. Alors, combien ça coûterait? J'ai utilisé mon talent, estimation, sur mes propres boutons de manchette pour vérifier. Il n'était que 5 pièces d'or ce matin-là, mais maintenant que tous ces nobles les convoitaient, leur prix avait presque triplé pour atteindre celui d'une larme du ciel de taille similaire. J'imagine que les femmes de la noblesse adorent ce genre de choses brillantes. Je crois que cela dépend de la taille de la pierre précieuse. D'autres motifs que les armoiries familiales sont également possibles, mais le bijoutier a dit qu'il aurait besoin d'un échantillon de gravure pour référence. J'ai donné le prix, estimation, pour un bouton de la taille de mes boutons de manchette, puis j'ai ajouté environ 20% de plus pour un bouton de la taille des broches et pendentifs que ces femmes portaient. Oh là là, ce n'est pas autant que je l'espérais. Mais ça ne couvre tout de même pas votre commission d'intermédiation, Sir Pendragon? Vous devez simplement inclure plus que la commission du marchand. Les yeux de la belle sirupeuse s'écarquillèrent tandis que Lady Lytton me grondait. Elle disait que la norme pour une commission d'intermédiation se situait entre 5 et 30%. La remerciant de sa gentillesse, j'augmentais le prix de 5%, comme elle le suggérait, et notais leur commande. Oh, je sais, je m'excuse d'avoir soulevé ce point juste après avoir pris votre commande, mais, dis-je, et je leur demandais s'ils accepteraient d'ouvrir les cadeaux que j'avais apportés. Tiens, qu'avons-nous là? Lady Lytton demanda à l'une de ses servantes d'aller chercher mes cadeaux, puis les ouvrit elle-même et regarda à l'intérieur. Bon sang, c'est vraiment quelque chose, non? S'exclama-t-elle, surprise, en sortant un pendentif orné d'une imposante larme du ciel. Sir Rayleigh m'a dit un jour qu'une larme du ciel serait le cadeau idéal pour vous, alors j'ai demandé à un ami marchand de me vendre ce qu'il avait de meilleur à offrir. J'avais fait fabriquer cela par un elfe artisan lors de notre visite dans la forêt de Bolénan, car le fils du vice-roi, Rayleigh, m'en avait parlé il y a quelque temps. Malgré sa forme de larme, comme son nom l'indiquait, cette mystérieuse pierre précieuse scintillait et reflétait la lumière avec autant d'éclat qu'un diamant taille brillant. Et bien qu'on l'appelle une pierre précieuse, on ne la trouvait pas dans les mines. Elle était issue de la sève d'un arbre qui ne poussait que dans les régions riches en esprit, et aucun humain ordinaire ne savait les fabriquer. Ces arbres étaient assez communs dans la forêt de Bolénan,
où l'on utilisait ce matériau pour fabriquer de la vaisselle et des décorations durables. C'est remarquable, sa transparence est encore plus grande que celle de la larme du ciel que Sir Rayleigh m'a rapportée tout droit du royaume d'Ishrali. On pourrait presque dire que c'est la larme de fée des légendes. Remarquant le regard mielleux de la femme, je l'ai rapidement informé qu'il s'agissait d'une denrée rare que le marchand avait trouvée par hasard, et que je ne pourrais probablement pas en commander à nouveau. J'espère que Rethel ne m'en voudra pas de garder un si beau bijou pour moi. Elle n'est pas du genre à se fâcher pour une chose pareille. De plus, il me restait 2 exemplaires de ceux-ci, fabriqués par l'artisan Alua, et je prévoyais déjà d'en offrir un à l'épouse du vice-roi. J'avais envisagé de faire porter le dernier à Dame Karina pour ses débuts mondains, mais après avoir vu la réaction de Dame Lytton et des autres, il valait mieux attendre. Cela irait à l'encontre du but recherché si Karina devenait la cible de la jalousie. Mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Sœur Pendragon, je vous appellerai Satou à partir de maintenant. Ça vous va? J'en serai honorée, Madame Lytton. Je vous autorise à m'appeler Emma. Merci beaucoup, Dame Emma. Les autres femmes autour d'elle ricanèrent de surprise. Visiblement, il était rare qu'elle se laisse appeler par son prénom. Je m'étais préparée depuis que la femme du vice-roi m'avait dit que Lady Lytton aimait taquiner les gens, mais je m'inquiétais peut-être pour rien. Maintenant que nous avions fait un peu connaissance, je leur ai aussi suggéré de goûter les douceurs fraîches que je lui avais offertes avec le pendentif. C'est un peu différent du castella dont Rethel se vantait dans sa lettre, non? Oui, ça s'appelle un gâteau roulé. Eh bien, c'est tout simplement délicieux. Emma, celui-ci est aux fraises. La beauté sirupeuse couina comme une jeune fille. J'imagine que la bonne chair peut faire revivre les jeunes années. Pendant que nous savourions les amuse-gueules avec du thé, je demandais aux dames de me parler des célèbres studios de maquillage, ateliers de couture et autres boutiques de la capitale royale, ainsi que de leurs boutiques d'accessoires préférées, des créateurs célèbres, etc. Elles me donnèrent même des lettres de recommandation. Je comptais y emmener mon groupe et Dame Karina prochainement. Voilà, noble rustre, réglons ça. Après m'être excusé auprès de Dame Lytton et de ses compagnons et être retourné dans la zone où les autres nobles étaient rassemblés, le noble impoli me poursuivit de nouveau. Il se tenait devant moi, l'air suffisant, suivi de sa suite. Ils portaient tous des rapières en mithril, des épées magiques richement décorées et autres armes similaires à la ceinture. Il y avait même un chevalier sacré avec une lance jaune, c'était Jagou, celui qui avait engueulé Lisa et moi au quartier général des chevaliers sacrés. Pendragon? Eh bien, quelle coïncidence. Le noble impoli avait dû l'appeler en renfort, même s'il semblait avoir oublié de dire au chevalier à qui il allait s'opposer. Allez, sire Jagou, montrez à ce rustre arriviste la véritable force des fiers chevaliers sacrés de la capitale royale. Très bien, tandis que le noble impoli paraissait triomphant, sire Jagou était plutôt pâle. Sire Jagou est un candidat de choix pour les 8 épéistes de Shiga. Il est à la hauteur des puissants guerriers qui peuvent même vaincre des démons intermédiaires. Je suppose qu'il a dû chercher des guerriers aguerris capables d'affronter au moins un démon intermédiaire, comme Dame Elmina l'avait dit plus tôt, et qu'il s'est emballé en pensant en avoir trouvé un. Cet excès de confiance était sans doute la raison pour laquelle il m'avait de nouveau traité de rustre. D'un autre côté, le chevalier à la lance jaune semblait profondément gêné par la façon dont le noble grossier le vantait. Puisqu'il essayait d'intégrer les Shiga 8, je suis sûr qu'il ne voulait pas se lancer dans un combat qu'il risquait de perdre devant un groupe de nobles célèbres lors d'une garden party. Maintenant, duel, Sir Jagou sera mon mandataire. Puisque c'est une garden party, on dira que le premier coup gagne. Le noble grossier continuait de déblatérer. Vaincre Jagou serait simple, mais j'avais le sentiment que je n'y gagnerais rien, si ce n'est davantage de haine de la part de Jagou. Alors que je me demandais quoi faire, une main secourable m'est venue à l'aide. Je ne tolérerai pas que quelqu'un s'en prenne à notre cher Satou. Et qui, je vous prie, vous a autorisé à vous battre à ma fête? Je ne tolérerai pas une telle conduite dans mon jardin. Conduite par une servante, la sensuelle beauté et Dame Lytton intervinrent en ma faveur. La servante dut remarquer que les hommes cherchaient à se battre avec moi et le dit à Dame Lytton et aux autres. Madame Lytton, Madame Raffol. Nous essayons juste de défendre notre honneur, voyez-vous. Le noble impoli commença à s'excuser en hésitant. Tout cela lui semblait familier. D'abord la princesse Ménéa et Dame Elmina, puis le musicien, et maintenant Dame Lytton et compagnie. Ce serait un peu excessif, même si c'était une blague récurrente dans un manga. Où m'entraînez-vous, sire Dotumuru? Je suis venu ici aujourd'hui pour voir un ami, vous savez. Allons, ne soyez pas comme ça. Cette bataille a besoin d'un témoin, mais puisque Sir Jagou est le remplaçant, je suis sûr que ça ne sera pas long. J'entendis des voix familières dans la foule. Par ici, te voilà, Mouchil. Tiens, j'ai amené un témoin de valeur pour toi. Un ami du noble impoli entraîna un beau jeune homme. Derrière lui arrivait une ribambelle de jeunes nobles et de leurs épouses, toutes clignant des yeux.
Rayleigh, tu es aussi impliquée dans ces bêtises? Mais si ce n'est pas Lady Emma et Lady Rayuna. Vous êtes toutes les deux aussi belles que jamais. Je suis juste venue voir un ami, alors j'espère que ces bêtises ne tarderont pas. Sir Pendragon, te voilà. Ce fut le deuxième fils du marquis Ashinon, Rayleigh, qui salua amicalement Lady Lytton avant de m'apercevoir et de sourire. Vous le connaissez, Sir Rayleigh? Bien sûr, il m'a sauvé la vie, il est propriétaire de la compagnie commerciale du Dragon que je dirige et il est l'un de mes meilleurs amis. À ces mots, le noble impoli tomba à genoux. Il espérait probablement qu'avoir à ses côtés le populaire séducteur Rayleigh l'aiderait, même s'il mettait Lady Lytton en colère. Maintenant, son entourage de nobles et le chevalier Jagou s'éloignaient furtivement de lui. Je suis venu dès que j'ai appris votre présence dans la cité royale. Je suis honoré. Votre voyage en mer a dû être rapide cette fois-ci. Tandis que je discutais avec Sir Rayleigh, nous sommes retournés à nos places, accompagnés de Lady Lytton et de ses compagnons. Avant son départ, Lady Lytton a dit au noble impoli. Sachez que si vous portez la main sur sa toux, vous vous faites un ennemi de la maison du duc Lytton. Entre les menaces de violence de Lady Elmina et celles d'ostracisme social de Lady Lytton, le noble impoli devait avoir le cœur brisé. Espérons qu'il se fondrait dans l'ombre et que nous pourrions continuer à visiter la capitale royale en toute tranquillité. Une fois le noble impoli parti, le reste de la garden party se déroula sans incident. Même la maladroite Lady Karina put discuter avec de nouvelles nobles, grâce à l'aide de la sociable princesse Ménéa et de la populaire Lady Elmina. Ce soir-là, Rayleigh m'invita à sortir en ville avec d'autres jeunes nobles. Sir Pendragon, ce prochain endroit est mon préféré. Vraiment, j'ai hâte d'y être, alors. Les endroits que nous avions visités jusqu'à présent allaient d'un pub proposant un spectacle de danseuses légèrement vêtues à un bar chic où de belles femmes du monde entier discutaient avec vous, en passant par une taverne musicale avec des serveuses seins nus. Si cet endroit était son préféré, la barre était encore plus haute. L'endroit où Rayleigh nous a conduits était plutôt bien caché dans une ruelle. L'extérieur était simple, mais l'intérieur était plutôt chic. Une fois à l'intérieur, nous avons dû descendre au bar semi-souterrain. Une musique élégante jouait de l'autre côté de la porte. Tiens, eh bien, si ce n'est pas Lord Rayleigh. On ne vous a pas vu depuis un moment, hein? Quand Sir Rayleigh ouvrit la porte, nous fûmes accueillis par un homme musclé et poilu. Pourquoi? Après la soirée avec Tolma dans la vieille capitale, c'était la deuxième fois que je terminais une soirée dans un bar gay. Avec les jeunes nobles au visage pâle, j'ai passé une soirée plutôt inhabituelle. Soyons clairs, il n'y avait pas eu d'actes indécents qui auraient certainement déliré Arisa.